et d'envisager, voilà, de mettre en route cette journée où on va pouvoir partager nos expériences de travail et nos démarches de réflexion et d'élaboration. Pascal l'a déjà dit, mais vraiment, je souscris tellement à ça. Merci à Dominique, merci à Marie-Hélène. Je ne sais pas où elle est là tout de suite, mais je sais qu'elle est là, voilà. Hein, c'est vraiment, on a l'habitude de travailler ensemble, bien sûr, parce que ça fait un certain nombre d'années que ça se produit sur différentes manifestations ou groupes de parole, mais c'est vraiment sympa de nous recevoir, de nous accueillir ici. Donc je vous raconte un tout petit peu l'histoire de cette salle, en fait. Enfin, notre histoire avec cette salle. Une partie de notre histoire. En fait, quand on a commencé à penser cette journée d'études, on s'est surtout concentré sur le thème. Et les plus proches collègues que nous sommes, Pascal le rappelait tout à l'heure, on s'est mis à réfléchir en fait sur la thématique et ça nous plaisait et nous motivait suffisamment pour qu'en fait on soit emporté par le thème et qu'on laisse un petit peu de côté des histoires plus matérielles ou plus d'organisation. Je ne vais pas vous faire un dessin, comme la plupart d'entre vous le savent, on ne fait pas ça 6 fois dans l'année, quoi. On le fait une fois de temps en temps, et donc bien sûr pour nous ça garde un caractère tout à fait événementiel. Et du coup, on se voyait parti tranquille avec un thème tellement intéressant que la parole, ça nous motivait nous-mêmes à discuter entre nous. Donc on a 5 gambergés et en fait, on a un peu délaissé certaines contraintes matérielles. Et puis tout à coup, on s'est trouvé pris par le temps. Et évidemment, ce qui devait arriver, c'est produit. Nos salles habituelles, les endroits où on travaille en plus petit comité, eh ben, c'était pas possible. Ils avaient aussi d'autres choses dans leur programme. Donc du coup, on s'est trouvé bloqué. Et on a tournicoté un petit peu quelque temps, et puis on s'est dit, bah, finalement, peut-être, on en connaît une grande salle, peut-être il faut qu'on voit ça avec Dominique et Marie-Hélène. Et finalement, au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire d'une salle comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire d'une salle comme ça? Parce que notre dimension de travail, c'est plutôt un plus petit comité. Je ne dis pas ça pour qu'il y en ait qui repartent tout de suite, mais vous voyez ce que je veux dire. On est souvent dans des groupes plus restreints. Et du coup, c'est pas mal tombé que finalement on soit quand même ici. Parce que, bon, on n'a pas l'option de remplir la salle, mais enfin, si on avait une salle que de 80 places, on serait vraiment très serré tout de suite. Donc, du coup, ça a bien fait les choses. C'est intéressant des fois de voir comment nos oublis ou nos ratages même, nos ratages apparents ou nos petites erreurs finissent au fond par nous aider. Voilà. Ça se transforme. On aime bien cette idée. Quelqu'un m'a dit, ça va être intéressant comme colloque. Alors intéressant, j'espère, mais c'est pas un colloque. C'est vraiment une journée d'études. Nous essayons d'être congruents avec notre propre modèle. On est issu d'un modèle systémique et on s'est tourné vers ce modèle parce que nous étions en recherche. Les méthodes et les outils qui existaient antérieurement nous aidaient, mais ne permettaient pas de répondre à toutes les questions cliniques qu'on se posait, qui nous étaient posées par les personnes qui nous font confiance pour les accompagner. Et du coup, on s'est tourné vers un modèle d'interrelation, un modèle d'étude et d'approfondissement de la communication, un modèle où on cherche à se comprendre soi, mais à travers l'autre, et où on cherche à comprendre l'autre, mais aussi à travers soi, sans toutefois le confondre. On s'est tourné vers ça, et du coup, c'est pour ça qu'on a été vers la systémie, pour chercher cette sorte d'interrelation et de construction, de co-construction commune. Et du coup, notre modèle de travail, c'est plutôt celui-là. Si on devait dire qu'est-ce qu'on fait sur une journée comme ça, on pourrait presque dire c'est comme un très grand groupe de supervision. Alors évidemment, c'est un peu particulier, c'est pas comme si on était 10 ou même 20. Voilà. Mais dans l'esprit, il y a un petit peu cette chose-là. C'est une journée d'études parce qu'on ne se voit pas comme faire de l'enseignement. On a vraiment besoin de vous pour que ça marche. Tout à l'heure, quand je reprendrai la parole, je vais lancer un appel pour ça, pour qu'on puisse travailler sur une situation. Et vraiment, on a besoin. Et la qualité de la journée, comme à chaque fois dans nos formations, un certain nombre d'entre nous nous connaissent, on a besoin de cette interaction. Et c'est plutôt ça, le modèle.
qu'est-ce que nous co-construisons ensemble. C'est pour ça que ce n'est pas un colloque et que c'est bien une journée d'études. J'ai idée que peut-être ce terme finira par devenir à la mode. La première fois que nous l'avons utilisé, d'autres l'avaient utilisé avant nous. Mais enfin, pour ce qui nous concerne, on l'a utilisé la première fois il y a peut-être 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus très bien là, en arrière. Et ça avait une petite touche de surprise. Mais j'ai idée que, vu comment vont les choses, et vu que, en quelque sorte, l'espèce s'améliore, peut-être que ça va devenir quelque chose de plus répandu. Il y a 3 choses, essentiellement, à mon idée, qui nous empêchent de travailler. C'est pour le prolongement de l'idée de la journée d'études. Une des choses qui nous empêche de travailler, 3 freins dans le travail. La première de ces choses, ce serait ce qu'on pourrait appeler le dogme ou un dogme. C'est vraiment empêchant. Si on adhère à un dogme, et des fois l'adhésion peut être inconsciente, tellement que dans le dogme, si on nous dit tu es collé à un dogme, souvent on va dire non. Voilà. Mais en fait, on a des fois de telles quêtes d'idéal que le dogme est tentant, évidemment. On a envie de se raccrocher à cette chose-là parce que ça a un côté réponse et donc rassurant. Le problème du dogme, c'est que la réponse, elle est tellement bien fournie qu'elle est même fournie par anticipation. Et le frein, l'empêchement que crée le dogme, c'est un empêchement de penser. Et si dans notre travail, nous ne sommes pas capables, dans les accompagnements que nous faisons, de faire passer un certain nombre de choses au niveau de la pensée structurée, ça nous pose des problèmes. La pensée structurée ne suffit pas, mais elle est néanmoins utile. Voilà, vraiment utile au travail relationnel et aux accompagnements. Et le dogme empêche d'avoir une pensée structurée, puisqu'il fournit un rail de réponse absolument prédéterminé et la plupart du temps inamovible. Donc du coup, il n'y a plus besoin de penser et de se creuser la tête. Le second frein qui existe dans le travail de relation d'aide, c'est l'élitisme. L'élitisme, ça empêche la rencontre. Si on pense dans un esprit, par exemple, corporatiste, si on pense que certaines professions seraient mieux que d'autres, que telle personne, parce que tel statut peut mieux comprendre la situation d'une autre personne, etc., juste à cause du statut, on fait une erreur fondamentale. Et cette erreur-là, nous la projetons, c'est là où ça devient encore plus pernicieux, c'est que nous la projetons au fond sur les personnes dont nous nous occupons. Si nous sommes élitistes entre professionnels de la relation d'aide, nous devenons élitistes avec l'ensemble des personnes que nous rencontrons. C'est-à-dire que d'un coup, de façon plutôt inconsciente bien sûr là aussi, mais il va se passer un phénomène du genre, il y a les bons clients, ceux qui rentrent dans le modèle qu'on utilise, ou qu'on utilise le plus confortablement. Et puis il y a les clients embêtants, ceux qui sont en quelque sorte résistants, ou ceux qui ne sont pas aptes, ou ceux qui n'ont pas le niveau, ou ceux qui ne sont pas assez intelligents. Vous voyez ce que je veux dire? L'élitisme, en fait, c'est un truc qui se propage, qui fait du clan. Et c'est, à mon idée, un petit peu en miroir, tout à fait aussi valable entre les professionnels que vis-à-vis des clients. Et du coup, ça empêche la rencontre. C'est ça le frein que crée l'élitisme. On n'est plus disponible à cette chose-là. Tout ce que je dis là, bien sûr, il n'y a aucune idée de confondre les tâches des différents professionnels. On peut avoir des tâches très distinctes, mais quand on travaille en relation d'aide, nous concourons à un même objectif, qui est au fond le développement de la personne. Et parfois, avec surprise, ce sont les personnes qui nous choisissent aussi, et qui nous disent des choses, peut-être l'enfant qui parle à la maîtresse de maison, par exemple, dans un lieu d'hébergement, peut-être cet enfant, il aurait dû parler au psy. Ouais, l'enfant, il accroche avec la maîtresse de maison. Alors c'est à la maîtresse de maison qui dit des choses. C'est clair, ce que je dis là. Voilà. Donc voilà, je pense que l'élitisme, ça freine. Pour cette chose-là, ça empêche la rencontre. Et le troisième niveau, j'ai un petit blanc. Ah oui. Le premier mot que j'avais, c'était le simplisme. Le simplisme empêche et freine le travail de relation d'aide. En fait, j'ai repensé après à l'époque où la systémie s'est créée, à Palo Alto, ils avaient utilisé une expression que vous retrouverez si vous lisez
le petit ouvrage des origines, une logique de la communication. Ils avaient notamment dirigé par Václavitz, cet ouvrage-là. Et ils avaient parlé d'un mouvement paradoxal qu'ils avaient appelé les terribles simplifications. Ça revient presque au même, au fond, que le simplisme. Une terrible simplification, c'est qu'au fond, il se passe quelque chose et on voit qu'il se passe quelque chose. Et plutôt que de s'interroger sur la complexité qu'il y a dans ce quelque chose, on va réduire l'élément à une perception partielle. Et en fait, à la fois, on est dans un mouvement de rendre compte de l'événement et en même temps de l'écraser dans quelque chose, dans une sorte de réduction qui empêche de le concevoir réellement dans toute sa dimension. Je trouve que c'est quelque chose de très embêtant. Il vous reste des places encore, en fait, chères mesdames. Là au milieu, par exemple, il y a des places. Voilà, il y en a 2 si vous voulez être à côté, qui sont là. Je pense que ce mouvement existe parce qu'en fait, c'est devant un événement, on est pris par l'une de nos perceptions qui passe à travers l'émotion. Et en fait, ce bouillonnement émotionnel qu'on peut ressentir consciemment ou inconsciemment, c'est ça le plus difficile. C'est comme un outil perceptif. Et en fait, le plus difficile, c'est de retraduire ça d'une façon préhensible pour la parole. Et bien sûr, l'idée de simplifier est tellement tentante. Il se passe un événement qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, où il y a tout un tas d'enjeux qui impliquent plusieurs personnes. C'est complexe et c'est embrouillé. Et évidemment, si on arrive d'un coup à se dire « Tiens, c'est juste ça », ah bah ouais, là, c'est tellement évident, hein, ça devient tellement facile. Mais cette terrible simplification ne rend pas compte, en fait, de la réalité d'une construction complexe. Et c'est vraiment quelque chose qui gêne, au fond, pour le travail de relation d'aide. Je pense que vraiment, il y a ces 3 freins et que c'est quelque chose dont on a comme avoir un point de vigilance pour essayer de ne pas être emporté par ces 3 aspects, le dogme, l'élitisme ou la terrible simplification. Notre travail n'a rien de simple. On entend souvent parler de termes comme la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est simple. Parce que la vérité, on peut la référer à un fait. On peut observer un fait et se dire ça a eu lieu ou pas lieu. Et ça, finalement, pourquoi pas parler d'une forme de vérité. Mais notre travail dans le champ relationnel, en accompagnement, en relation d'aide, notre travail n'est pas basé sur la vérité des faits. Ça n'a strictement aucune importance. Voilà. Notre travail, il est basé sur la réalité du vécu des personnes. Ce que les personnes ressortent et éprouvent à travers les faits. Et à travers l'évocation de ce vécu, on pourrait dire c'est vrai ou pas vrai. Moi, ça me fait plutôt penser à une pseudo-vérité. Mais ce qu'il y a de sûr, ce que nous allons construire et même co-construire, c'est précisément une réalité de relation où il va être possible de se comprendre ou pas, ou un peu, où on va se rater, ou au contraire, on va vraiment se comprendre. Et le sujet va vraiment se sentir compris dans ce qu'il est en train de vivre. Et ça suffit à démontrer toute l'ampleur de notre boulot. Et comment on ne peut pas se contenter de quelque chose de simpliste, ou d'une vérité, ou d'un fait, on va dire, matériel ou extérieur, et qu'on va travailler constamment sur le vécu. Ça fait pas mal de boulot pour essayer d'ajuster ça. C'est ce genre de questions qu'on s'est posé et qu'on s'est proposé de réfléchir pendant cette journée. Je repasse le micro à Pascal pour la suite et je vous souhaite une bonne journée à tous.